Oui, Laurent Alexandre, donc pour le SGEN CFDT. C'est vrai que je suis là en tant que secrétaire fédéral, mais aussi formateur à l'ESP de l'Académie de Versailles, puisqu'on avait échangé sur ce point en disant que je pouvais être aussi un témoignage de formateur. Mais par rapport à l'aspect syndical, j'aimerais dire que le bilan que le SGEN tire de ces 4 premières années, il est contrasté. Il est contrasté parce que ces 4 premières années, en fait, succèdent à des années très très difficiles dans la première période de la mastérisation telle qu'elle avait été voulue par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, et que, bien évidemment, cela génère toujours beaucoup d'espoir que de voir rétablir la formation telle qu'elle a été rétablie. Donc quand je dis contrasté, c'est que bien évidemment il y a des points très positifs et des avancées qu'il faut souligner, elles l'ont été ce matin. En particulier le fait que pour le SGEN, qui a soutenu la création des SP, et quand on est un syndicat général qui touche l'ensemble des personnels de la maternelle à l'enseignement supérieur, voir un espace de formation initiale et continue qui devrait toucher l'ensemble des personnels du primaire au supérieur, vous pensez bien que c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner, à accompagner et à encourager. Et nous avons soutenu la création des SP. C'est une étape majeure dans le processus d'universitarisation de la formation, et ce processus, c'est quelque chose qu'au SGEN nous revendiquons depuis plus de 50 ans. Donc nous voyons enfin aboutir un projet qui reste bien évidemment à consolider. Mais on peut souligner quand même que au XXIe siècle, dans le cadre d'une société apprenante, l'enjeu est bien de construire un nouveau modèle de formation. Moi, je suis toujours étonné de ressortir les vieux démons. Je ne parlerai pas ici du concours, ni de sa place, même si nous nous sommes clairement positionnés, mais ça n'est pas tant la place du concours et la nature des épreuves que d'interroger un concours dans un nouveau modèle de formation. Donc il n'y a absolument pas d'ambiguïté ou de paradoxe entre formation et concours, il s'agit juste aussi de réinterroger ce totem. Donc pour nous, former des spécialistes de l'apprentissage au XXIe siècle, c'est là l'enjeu des SP. Alors maintenant, bien évidemment, on voit bien que en tant que formateur, en tant qu'étudiant et en tant que stagiaire, être dans un espace qui ne permet pas encore de pouvoir être confronté à ce que devrait être la recherche en formation et en didactique des disciplines, c'est terriblement frustrant. Maintenant, il faudrait aussi s'interroger sur qui porte la responsabilité de cette situation. La situation, c'est un cahier des charges beaucoup trop lourd. Tout le monde le souligne depuis ce matin. Et quand on sait qu'en fait, la formation se limite pour bon nombre de stagiaires à une seule année, et que cette seule année, c'est en fait quelques mois, on voit bien qu'il est impossible de réussir une formation telle qu'elle est actuellement configurée, en particulier à cause de la place du concours, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que pour le SGEN, c'est aussi très important, c'est le rôle du jury de titularisation. Alors, la responsabilité de cette situation, mais excusez-moi de le dire peut-être en ces termes un peu francs, elle incombe à nos autorités de tutelle. C'est-à-dire que le SUP et le SCO ne se sont pas suffisamment entendus sur leurs prérogatives respectives dans un domaine maintenant partagé de la formation des enseignants. Ça l'était peut-être depuis longtemps pour le second degré, c'est quand même assez nouveau pour le premier degré. Et quand tout à l'heure quelqu'un est intervenu sur l'idée qu'effectivement on construit souvent des réformes en mettant le second degré en perspective, oui, c'est vrai, on voit bien que pour le premier degré, cette réforme a posé beaucoup de problèmes, en particulier sur les stages en responsabilité dans les écoles, parce que la polyvalence du premier degré, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'enseigner un domaine disciplinaire dans le second degré. Alors, on voit bien qu'à ce titre, la place du concours en M1 est digne du jugement de Salomon. Il fallait surtout ménager peut-être 2 approches qui ne sont peut-être pas encore tout à fait complémentaires. Résultat des courses, vous avez des formateurs et des stagiaires qui vivent des tensions institutionnelles et qui perdurent, en particulier quand on confronte les 2 terrains de formation que sont l'établissement, l'école et l'université. Donc le SGEN attend clairement de nos autorités de tutelle, tout à l'heure on parlait d'être au milieu du gué, il est temps effectivement maintenant d'atteindre enfin l'autre rive.
Et quand, suite à un témoignage de stagiaires, le SGEN Alsace avait mené l'année dernière aussi une enquête auprès d'étudiants à Strasbourg. Alors, ils sont toujours très sévères, hein, les stagiaires et les étudiants sur la formation. Ils l'ont toujours été, du temps même de l'IUFM. Mais dans le cadre d'une alternance intégrative, c'est vrai que les propos sont encore plus durs. Et quand vous avez un stagiaire qui vous dit que finalement la formation est une suite de défis à relever ou de pièges à éviter, il faut pouvoir entendre cette expression sur la formation. Alors tant que la formation restera phagocytée par les deux grands moments institutionnels que représentent pour les étudiants, mais aussi leurs formateurs, le concours et la titularisation sous leur forme actuelle, nous aurons encore bien des défis à affronter et des pièges à éviter. Pour les équipes et pour les stagiaires, ce n'est plus tenable. Donc pour le SGEN, le concours et la titularisation, quelle que soit leur place et quelle que soit leur forme, ne peuvent plus mettre le Master MEF entre parenthèses. Il est clair pour nous que le Master MEF, si c'est un master comme les autres, doit pouvoir jouer son rôle. Alors rapidement, puisqu'on nous a aussi demandé sur la nécessité d'installer un continuum au-delà de la formation initiale, mais c'est une évidence. Alors pourquoi n'est-ce pas déjà le cas ? Si c'est une évidence, là encore, qui en porte la responsabilité ? J'ai le privilège, parce que le recteur Filâtre l'a souligné, le Comité national de suivi de la réforme de la formation des enseignants est un espace formidable, effectivement, pour penser et pour proposer. Ce comité, Daniel Filâtre a remis l'année dernière un excellent rapport sur la formation, vers un nouveau modèle de formation tout au long de la vie. Et sur les 17 propositions, écoutez, si les ministres ont lu ce rapport et s'ils veulent bien mettre en œuvre ces recommandations, le SGEN ne pourra que s'en réjouir. Si je vous lis une des recommandations, qui est la numéro 11, concevoir et instaurer dans le prolongement de la formation initiale une démarche d'accompagnement et de formation lors de l'entrée dans le métier, alors bien évidemment, nous souscrivons pleinement à cette recommandation. Mais là encore, comment y parvenir ? Parce que depuis ce matin, on sent bien qu'il y a des circonvolutions, il y a quand même des sujets qu'il est difficile à aborder. Pour le SGEN, peut-être un élément à prendre en considération, c'est le jury de titularisation. L'examen de qualification professionnelle en fin d'année de stage ne peut plus être ce carcan qui, alors excusez-moi, mais heureusement pour les formateurs que nous sommes et pour la Cour des comptes, heureusement que globalement, la titularisation des stagiaires est plutôt massive. Mais faire peser sur les stagiaires une pression, et je dis aussi une pression qui pèse sur les tuteurs du terrain par rapport à des injonctions très fortes de la part des inspecteurs, pour que ce moment très important, presque sacralisé, finalement ne débouche qu'à une usine à gaz où il faut valider le plus de compétences possible pour éviter tout recours au tribunal administratif, je pense qu'il serait intéressant de sortir de cette logique pour que la titularisation soit un premier bilan professionnel porté sur la formation des stagiaires, laquelle permettrait de dessiner une formation continuée, adaptée et individualisée aux besoins des stagiaires. Pourquoi chercher systématiquement à valider toutes les compétences quand il serait intéressant de voir celles qui restent à travailler en T1 et en T2 ? Je pense qu'il faut sortir de cette logique juste académique de titularisation pour en faire un levier de formation. Mais vous voyez bien que derrière va se cacher effectivement un gros effort en ressources humaines pour individualiser la formation continue. Mais si on parle d'individualisation de parcours professionnel, on voit bien que cela impactera nécessairement la pédagogie de l'enseignant dans l'intérêt de ses élèves. Voilà la contribution que nous voulions apporter. Oui, donc très vite, puisque 3 minutes et beaucoup de choses ont été dites. La formation continue, excusez-moi, c'est une banalité, il faut juste la rétablir, il faut la garantir, il faut pouvoir l'offrir à tous les collègues et effectivement la proposer dans un cadre nouveau de formation. Et l'ESP, en cela, est bien évidemment un espace formidable. Je rappelle juste que les ESP ont pour vocation d'œuvrer à la formation initiale et continue. Donc pas juste les masters des mentions 1, 2 et 3 qui sont, c'est vrai, très éducation nationale par rapport au concours. Et je pense à tous ces masters de la mention 4 qui ont été quand même ouverts depuis quelques années
pour répondre à de nouveaux besoins, en particulier sur la diplomation. Au SGEN, nous sommes très sensibles à cette question, puisque mes collègues ici l'ont dit. On voit bien, il serait paradoxal quand même que dans une formation initiale qui permet maintenant la diplomation, ce qui n'était pas le cas avec l'IUFM. On a quand même été très nombreux à passer 2 ans PE1, PE2 ou PLC1, PLC2, 2 années au terme desquelles, suite à la formation, nous n'avions pas en tout cas de diplôme. Donc le master en ça est quelque chose d'extrêmement important. On le développe dans la mention 4, et si j'en parle, c'est parce que, là encore, et sans être clivant, mais nous avons, quand je dis nous, ce sont les formateurs et les stagiaires, mais là, pas les stagiaires qui entrent dans le métier, mais peut-être des collègues qui repartent en formation. Il serait intéressant qu'à un moment donné, il n'y ait plus ces télescopages entre ces deux institutions. Je pense d'un côté au diplôme de l'université et je pense aux certifications de l'employeur. Il est quand même souvent paradoxal, je pense par exemple au master formation de formateur, quand vous pouvez avoir un master formation de formateur, mais comme il y a CAFIPEMF et CAFA en parallèle, de temps en temps, allez savoir pourquoi, quand on a le CAFA et le CAFIPEMF et que l'université reconnaît ces certifications pour pouvoir continuer dans un parcours de master, c'est formidable, mais quand vous avez un master et que vous n'avez pas le CAFIPEMF, vous ne pouvez pas être formateur dans le premier degré, ou vous ne pouvez pas être, si vous n'avez pas le CAFA, formateur dans le second degré. Donc, il est important, là encore une fois, que les deux autorités de tutelle se concertent, parce que les collègues ne peuvent plus courir après plusieurs lièvres à la fois, c'est beaucoup trop éprouvant. Et je me terminerai là-dessus, et je ne voudrais pas être polémique, mais quand même, on parle beaucoup de l'adossement à la recherche. Il ne faudrait pas que la recherche devienne le domaine réservé de l'université et des SP, quand de l'autre côté, l'éducation nationale, avec un comité scientifique, serait en train, par stratégie de contournement, à dire que finalement, il y aurait des canaux qui permettraient que d'un côté, on irrigue la réflexion à l'université, et de l'autre, nous avons d'autres institutions. Excusez-moi, pour nous, au SGEN, c'est encore très paradoxal et très problématique. Je pense aux collègues, et je pense par rapport à ces stagiaires à qui on demande, et heureusement qu'on le leur demande, de travailler en M2 sur un mémoire de recherche. Que font-ils de ce mémoire de recherche une fois qu'ils sont titularisés et qu'ils arrivent dans les écoles ou les établissements, si ce travail ne permet pas de travailler en équipe avec les collègues? Et quel est l'intérêt de travailler aux conclusions de la recherche quand, pour d'autres raisons, on revient sur la lecture, sur la semaine de 4 jours et sur le redoublement?